Bonjour à tous, bienvenue au grand rendez-vous européen CNews, Les Échos. Notre invité ce matin est l'homme dont tout le monde parle, ancien élu de Vendée, ex-président du groupe LR au Sénat. Il est pour de nombreux Français la révélation de ces 6 derniers mois. Il est aujourd'hui l'un des membres du gouvernement les plus populaires et à 2 ans de la présidentielle fait partie de ces responsables politiques très bien placés pour jouer les premiers rôles. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Jacques Sauret. Ministre de l'Intérieur et candidat déclaré à la présidence du parti Les Républicains. C'est votre grand rendez-vous jusqu'à 11h. C'est votre première interview sur Europe 1 et CNews depuis l'annonce de votre candidature. Insécurité, violence des mineurs, narcotrafic. Au-delà du constat, quelles sont vos solutions? Quelle est votre vision? Et puis au-delà de vos prérogatives ministérielles, quelle est votre ambition au sein des Républicains, mais aussi pour la France? À mes côtés, pour vous interroger, Mathieu Bock-Côté pour CNews. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et Stéphane Dupont du journal Les Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bruno Retailleau, ces derniers jours, encore, la France, notre pays, a été marqué par l'ultra-violence. Elias allait avoir 15 ans. Ce lycéen a été tué dans les rues de Paris à coups de machette par 2 jeunes de 16 et 17 ans, connus de la police et de la justice. Louise avait 11 ans. Alors qu'elle rentrait chez elle, cette collégienne a été assassinée d'une dizaine de coups de couteau par un jeune homme de 23 ans, lui aussi connu de la police et de la justice. Bruno Retailleau, ces 2 meurtres auraient-ils dû être évités? Il n'y a jamais de fatalité. Je ne suis pas en train de vous dire que dans une société, d'ailleurs dans aucun pays au monde, il n'y a aucun risque. Mais on peut éviter le pire. Il y a le pire, et il y a le pire du pire, c'est l'habitude au pire. Et moi, je ne veux pas m'y habituer. Les 2 cas sont différents. Prenons le cas du jeune Elias, qui pour moi a une signification aussi politique. Pourquoi? Parce que le présumé meurtrier avait déjà été condamné. Vol avec extorsion, etc. Et en réalité, jamais de prison. C'est-à-dire qu'il y a une révolution pénale à faire en France, globale, mais d'abord pour les mineurs. Je le sais, en tant que ministre de l'Intérieur, de plus en plus de mineurs sont impliqués notamment dans des règlements de compte sur le narcotrafic et dans des affaires d'hyperviolence. Que faut-il faire? Ma solution, nos solutions, c'est sortir de l'impunité, réhabiliter la sanction. Aujourd'hui, que se passe-t-il? La politique pénale des mineurs a pour effet d'enclencher un parcours de délinquance. On les enferme dans un parcours de délinquance faute de les punir. Ils ressentent l'impunité et il n'est pas rare d'avoir 10, 20, 30 antécédents sans qu'il y ait eu un seul jour de prison. Eh bien, ce que je propose, ce sont des courtes peines, dès le premier délit très grave, pour qu'il y ait une butée vis-à-vis d'adolescents. Maurice Berger, qui est un grand pédopsychiatre et qui a été pendant des années au contact de ces hyperviolents, il sait très bien qu'ils n'ont plus d'empathie. Et donc, il faut absolument des mesures de contention. Monsieur le ministre, est-ce à dire que la loi qui a été votée cette semaine à l'Assemblée, la proposition de loi qui a été portée par Gabriel Attal sur la justice des mineurs, doit être durcie au Sénat dans les semaines qui viennent? Elle doit être durcie. Ça va dans le bon sens, elle doit être durcie. Parmi les mesures qu'il faut absolument prendre, des semaines, en tout cas des peines courtes de prison, dans des prisons dédiées, bien entendu, avec un encadrement spécifique, la comparution immédiate, là encore, faire en sorte que la fameuse césure devienne une exception et non pas une règle. Qu'est-ce que la césure aujourd'hui? Vos auditeurs vont comprendre très vite. Aujourd'hui, il y a des mois qui séparent le moment où on reconnaît devant l'adolescent, par exemple le mineur, sa culpabilité. Des mois après, on va faire tomber la sanction. Pour ceux qui ont des enfants, est-ce qu'il vous est arrivé un jour de dire à votre enfant, tu fais mal, tu es coupable, mais on verra dans 3 mois ou 6 mois quelle est la sanction que je te donnerai. Pareil pour l'excuse de minorité. Il ne peut pas y avoir d'excuse, même de minorité, pour celui qui tue un autre enfant ou même un adulte. Donc l'excuse de minorité, qui est aujourd'hui le principe, la règle doit devenir l'exception. Et quand on en sort, il doit y avoir une motivation spécifique du juge. Alors, vous avez dit le pire du pire, c'est l'habitude du pire. Si on a un peu de mémoire, de Crépol à Paris, sans oublier Marseille, sans oublier partout sur le territoire où de la violence la plus ordinaire, celle du quotidien, le harcèlement, jusqu'à la violence de la drogue, par exemple, est-ce qu'il y a un seul endroit en France aujourd'hui où on peut se dire nous sommes à l'abri, ces problèmes sont à l'extérieur, ici nous sommes dans un territoire préservé? Non. Et vous avez précisé que
le cas de la drogue était spécifique. Mais aujourd'hui, c'est le constat que je fais. C'est celui qu'avait fait d'ailleurs la commission d'enquête que j'avais initiée au Sénat sur le narcotrafic. Aujourd'hui, les drogues les plus dures sont disponibles partout, tout le temps, partout, dans les grandes villes, dans les quartiers, partout, dans les villages, en ruralité. Et tout le temps, parce que désormais, bien sûr, il y a des points de deal qu'il faut démanteler, mais c'est plus ça. C'est désormais la drogue qui va au consommateur par l'Ubershit. Et l'hyperviolence, elle peut surgir à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il faut des révolutions, notamment une révolution pénale, puisqu'on a eu, pendant toutes ces années, une culture du laxisme. Je me souviens très bien, je ne l'avais pas voté, de la loi de 2019 de Madame Belloubet, qui interdisait les courtes peines de moins d'1 mois. Et après, il fallait réaménager. En réalité, il faut sortir d'une culture de l'excuse, d'une culture de la circonstance atténuante, où finalement, on regarde les droits de l'auteur, les droits individuels, et bien souvent, on ne considère pas suffisamment ceux de la victime et la protection de la société. Ce constat, les Français le partagent, Bruno Retailleau. Notre sondage ce matin, 81% des Français sont favorables justement à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves. Cette opinion des Français, comment pouvez-vous y répondre aujourd'hui ? Et 82% dans un autre sondage sont favorables à des peines de prison courtes pour les mineurs. Exactement. Dès le premier délit grave. Et il faut préciser ce que tout à l'heure vous avez indiqué, c'est que désormais, une majorité de gauche consent à ce type de mesures. De même, pour les mesures de fermeté que j'ai proposées en matière d'immigration, il y a une partie majoritaire de l'électorat de gauche qui veut cette fermeté. Donc, on est en train de vivre une rupture. Et c'est, pour moi, quelque chose de neuf, qui nous permettra demain d'agir. Mais aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous parlez de rupture, mais quand on écoute notamment les responsables du Rassemblement national, ils disent Retailleau, c'est de la communication, et derrière la communication, il ne se passe rien, c'est de la mollesse. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques ? Ils en savent quelque chose. Leur privilège à eux, c'est de n'avoir jamais rien fait. Moi, je suis ministre de l'Intérieur depuis 4 mois. J'ai déjà des résultats. 6 mois. Pardon ? 6 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà. J'ai appris le calcul. J'étais pas très bon en calcul mental, mais en m'aidant de mes doigts, vous voyez, j'y arrive. Plus que 4 mois. Écoutez, quelques résultats. Dans les 3 derniers mois de l'année où j'étais ministre de l'Intérieur, on a diminué de moitié, par exemple, les premiers titres de séjour en primo-délivrance. Avant, le rythme était de 32 000, il est passé à 16 000. Pour les mesures d'expulsion, mesures d'expulsion sur arrêté ministériel, plus 182%. Donc voilà, on sur la sécurité. Sur la sécurité. Vous parlez d'immigration, là, sur la sécurité. Où sont les résultats sur la sécurité ? Les choses viendront. Sur le narcotrafic, par exemple, on est en train de bouleverser totalement notre édifice législatif, l'organisation de l'État. La loi n'est pas votée. Celle qui a débouché, d'ailleurs, la conclusion de la commission d'enquête, c'est la loi qui a été votée à l'unanimité au Sénat. Elle doit passer à l'Assemblée nationale. Eh bien, les résultats, parce que vous semblez ne pas y croire, les résultats qu'on a eus dans le terrorisme, puisqu'on a démantelé, on a déjoué l'an dernier 9 attentats terroristes avec un nouvel arsenal, nous les aurons aussi. Mais on ne peut pas les avoir en quelques semaines. Et les Français ne sont pas fous. Ils savent que j'ai des contraintes. Ils savent qu'il faut du temps. Nous y arrivons, les contraintes. Alors, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, y a-t-il des actions que vous poseriez si vous étiez dans un gouvernement autre, disons ça ainsi, avec plus de marge de manœuvre pour une sensibilité comme la vôtre? Et par ailleurs, est-ce que le cadre constitutionnel qui est le nôtre aujourd'hui vous empêche d'appliquer les mesures que vous jugez nécessaires pour la sécurité des Français? Bien sûr. Le grand problème aujourd'hui, c'est une tension entre la démocratie et l'état de droit. Quand la règle, et j'avais suscité une polémique, mais je le dis, il y a des règles aujourd'hui qui protègent beaucoup plus les auteurs, qui peuvent être dangereux, que la société française. Alors, il faut les changer. Je pense que ce que je choisirais d'abord et avant tout, c'est le référendum. C'est le référendum parce que la décision d'un référendum s'impose aux juges, parce que aujourd'hui, notamment sur l'immigration, c'est la façon de renouer avec le peuple. C'est en quelque sorte le référendum, permettre au peuple de choisir et permettre à l'État d'avoir enfin un pouvoir d'agir. Nous avons, depuis des décennies, organisé notre propre impuissance. Je l'ai vu dans le cas Boualem, je le vois, mais chaque jour, on a des contraintes incroyables. Et il faudra que nous en sortions, parce que la démocratie, c'est le peuple. Jacques Julliard avait eu un jour un bon mot en disant
c'est la démocratie aujourd'hui sans le peuple. La démocratie, c'est à la fois un état de droit que je respecte, la séparation des pouvoirs, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel. Mais c'est aussi la souveraineté populaire. Et aujourd'hui, le mal démocratique en Occident, c'est que les gouvernements ne suivent pas suffisamment l'aspiration de leur peuple. Voilà. Est-ce que c'est possible d'ici 2027, compte tenu de la composition aujourd'hui de l'Assemblée nationale et du fait qu'Emmanuel Macron est président de la République? C'est quand même lui qui va convoquer le référendum. Oui, mais vous dites que c'est nécessaire, mais on a l'impression que dans le même temps, vous dites ça va être compliqué ou on ne va pas y arriver d'ici 2027. C'est pas un peu contradictoire? Non, j'engage. Non, parce que dans de précédentes déclarations, c'est un peu ce que vous disiez, que ça serait souhaitable, mais que ce n'était pas possible. Attendez, soyons précis. J'engage Emmanuel Macron à avoir recours au référendum. C'est une proposition qu'il a faite lorsqu'il a présenté ses vœux le 31 décembre dernier. Maintenant, le pire, ce serait un référendum pour rien. Ce serait un référendum comme une ruse, comme une habileté. Parce que là, il y aurait un camouflet vis-à-vis des Français. Parce qu'on nous explique que le référendum est possible sauf sur l'immigration. Le référendum que vous désirez, c'est le référendum interdit. C'est faux. Il est possible, j'affirme, qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir un référendum sur des questions migratoires à condition que ces questions ressortissent de la question sociale. Vous l'avez dit au président. Je prouve ce que je dis. Lorsque nous avons, ma famille politique, déposé un référendum d'initiative populaire, le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Considérant 7, c'était par exemple dans ses propositions la question de savoir s'il fallait un délai de carence pour toucher ce qu'on appelle des prestations sociales non contributives, par exemple les allocations familiales. On disait, nous, un étranger, notamment quand il ne travaille pas, il faut qu'il attende 5 ans avant de toucher les allocations familiales. Le Conseil constitutionnel a dit non, 5 ans c'est trop long, mais c'est vrai que cette question-là peut être soumise par la voie de l'article 11 au référendum. Vous voyez ? Et ça, je pense que c'est important. Il pourrait y avoir d'autres questions qui ressortissent de la modification de la Constitution. Alors là, c'est l'article 89. On pourrait, nous l'avions fait voter avec Philippe Bas, d'ailleurs, qui va devenir conseiller constitutionnel au Sénat, l'ajout d'une phrase, nul ne peut exciper de ses origines, de ses croyances, pour échapper à la règle commune. Croyez-moi, vis-à-vis de l'islamisme, par exemple, ce serait une bonne chose. Donc, il y a des moyens. Bruno je ne suis Retailleau. pas en train de dire qu'on est paralysé. Je suis en train de dire ce que je fais au ministère de l'Intérieur. Quand il y a une volonté politique, croyez-moi, il y a un chemin. Et vous parlez du Conseil constitutionnel, on y revient dans un instant. On aimerait avoir bien sûr votre réaction à la proposition de nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. On marque une courte pause, à tout de suite sur Europe 1 et CNews. La suite du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et candidat à la présidence du parti Les Républicains. Bruno Retailleau, on évoquait avec vous la proposition de nomination du président Macron. Le président Macron souhaite nommer Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Richard Ferrand devra aller devant la commission des lois de l'Assemblée et du Sénat. En tant que ministre de l'Intérieur, en tant qu'ex-président du groupe LR au Sénat, quelle est votre position sur cette nomination? Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas être à la fois ministre de l'Intérieur et président du groupe LR au Sénat. Un avis séparation sur le parcours de Richard Ferrand? Une séparation des pouvoirs et désormais, c'est au Sénat, commission des lois, c'est à l'Assemblée nationale de déterminer si... si vous étiez sénateur, vous voteriez quoi? Écoutez, je ne me prononcerai pas, puisque si je me prononcerais, j'enfreindrais cette séparation des pouvoirs. Encore une fois, c'est au Parlement qui revient désormais de dire si Richard Ferrand... Mais il n'en demeure pas moins que la question qui est posée est légitime. C'est Laurent Fabius, qui va quitter ses fonctions, s'est fait une fierté lorsqu'il fait le bilan de son passage au Conseil constitutionnel, de dire à sa manière, on a verrouillé les référendums autant que possible. On a tout fait finalement pour que si jamais il y avait une pulsion populiste dans le pays, ce sont ces mots, eh bien qu'elle ne puisse pas bousculer nos institutions. On a l'impression, pour ce qu'on en comprend, que le Conseil constitutionnel a pour fonction aujourd'hui, je prends le relais de ce qu'on se disait plus tôt, de radicaliser un état de droit dévoyé pour limiter la souveraineté populaire. De ce point de vue, c'est une question très politique. Ça, c'est une question très politique. Mais quels que soient justement les membres du Conseil constitutionnel, il faudra justement que les parlementaires pèsent à ce trébuchet-là leurs décisions. Et je m'explique très concrètement. Lorsque le Conseil constitutionnel a censuré 35 articles de la loi immigration, parce que selon lui, c'était des cavaliers législatifs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun lien, pas même indirect, avec la question de l'immigration, là, je pense que la décision n'était plus une décision juridique. Et vous voyez ce qui est terrible en termes de souveraineté. Oui. La souveraineté est notamment la décision des assemblées.
ce vote, en tout cas cette loi, était passé avec une très forte majorité au Sénat et pratiquement une majorité des 2/3 à l'Assemblée nationale, ce qu'on voit très peu souvent. Donc, suivez mon raisonnement. La loi qui a été votée, qui a été soumise au Conseil constitutionnel, était le fruit des représentants de la volonté nationale. Et celle qui a été censurée, qui est devenue une loi, n'aurait jamais été votée. Donc, la loi qui va être appliquée, en réalité, ne l'aurait jamais été votée au Sénat. C'est une certitude, et peut-être à l'Assemblée nationale, et pour autant, elle était censurée, alors même qu'il y avait une révision constitutionnelle voulue par Nicolas Sarkozy en 2008 pour élargir l'initiative parlementaire par la voie de l'amendement, où on avait dit non, il faut absolument qu'un amendement, pour être recevable, ait un lien direct, mais même indirect. Et là, le Conseil constitutionnel a fait une autre lecture. Pour moi, il est sorti même du texte de la Constitution. Mais ça pose un problème vis-à-vis entre... Justement, c'est cette tension entre ce qu'on appelle un État de droit et la souveraineté populaire. Mais justement, si je peux me permettre, même ça, vous voyez les chiffres du JDD aujourd'hui sur la submersion migratoire. La question s'est imposée encore dans l'actualité. François Bayrou parle de sentiment de submersion migratoire. Jean-Luc Mélenchon se revendique du grand remplacement. Vous l'avez probablement entendu dire ça. Mais Daniel Cohn-Bendit a utilisé le mot grand remplacement pour la situation de Mayotte. Et François Mitterrand avait indiqué que le seuil de tolérance sur le sujet était dépassé. Mais justement, est-ce qu'on est dans cette situation où d'un côté, la France a un problème existentiel avec les vagues migratoires et de l'autre côté, ses institutions ne lui permettent pas de répondre à la question migratoire? Est-ce qu'on est dans cet écartellement existentiel aujourd'hui? Il y a un écartellement existentiel, il y a cet écartèlement entre la démocratie et une forme d'état de droit, et certains, c'est pour ça que, encore une fois, l'état de droit, séparation des pouvoirs, la démocratie, les normes, la hiérarchie des normes, le contrôle juridictionnel, c'est ça l'état de droit. Mais certains voudraient nous vendre des règles comme faisant partie de l'état de droit. Or, ça n'est pas un cadre juridique qui nous vende, c'est un cadre idéologique. Et je pense que demain, mais ça ne peut être tranché qu'en 2027, la grande question, c'est est-ce qu'on redonne à la souveraineté nationale populaire une vigueur? Est-ce qu'on écoute notre peuple? Ou est-ce que on fait comme avant et on se laisse finalement, on organise notre propre impuissance. Je le vois tous les jours. Cet échafaudage juridique nous rend impuissants, ligote l'État régalien. On l'a vu à plusieurs reprises dans l'affaire Boualem. J'espère peut-être qu'on pourra en parler. On en parlera. Regardez aussi Robert Ménard, qu'on conduit, qui sera Justement, jugé. j'allais vous poser une question à ce sujet concernant Robert Ménard. Robert Ménard, donc, qui mardi sera jugé pour avoir refusé de marier une femme de nationalité française avec un homme de nationalité algérien, qui était sous OQTF. Vous soutenez Robert Ménard? Mais on marche sur la tête. Il a raison, je crois que cette expression vient de lui. Mais il y a un OQTF défavorablement connu des services de police qui souhaitent se marier, et on sait très bien que par la voie du mariage, on peut ensuite régulariser. Le maire, soucieux, de leur public, s'y oppose, et c'est lui qui se retrouve devant le tribunal, devant les juges, et non pas l'individu qui est entré irrégulièrement. Il y a heureusement un texte de loi qui va être examiné dans quelques jours au Sénat. Gérald Darmanin, d'ailleurs, s'est exprimé cette semaine aux questions d'actualité. Je le soutiens, et je pense que quand la règle est mal faite, il faut la modifier. Est-ce qu'à la place de Robert Ménard, vous auriez fait la même chose, à savoir refuser de marier ces deux individus? En tout cas, je comprends. Et je pense qu'il faut changer cette règle. Voilà, c'est ce qui sera fait. Il y a une première tentative au Sénat dans quelques jours, et elle sera soutenue par le gouvernement, par la voix du garde des Sceaux. Oui. Je reviens juste 2 secondes sur le Conseil constitutionnel. On en a beaucoup parlé. Vous disiez que le cadre juridique, le cadre constitutionnel est une entrave aujourd'hui, et vous dites qu'il faut un rééquilibrage. Mais est-ce non, que je ne dis pas que le cadre, je dis pas que l'ensemble du cadre constitutionnel. Je pense qu'on a. Non, mais vous dites qu'il faut qu'il y ait une très bonne constitution. Ce que je souhaite, c'est qu'elle soit vraiment appliquée exactement comme les traités européens. Il y a des juges européens. Et justement, est-ce que la nomination de Richard Ferrand, qui est un proche du chef de l'État, un très proche même, est-ce que vous pensez que ça peut faire évoluer les choses dans le bon sens, ou est-ce qu'au contraire, quand on écoute les députés ou les sénateurs LR, ils sont très très réservés sur cette nomination. Vous ne voulez pas vous exprimer personnellement là-dessus, mais ça pose quand même un problème. En tout cas, il reviendra au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, contrairement à d'autres cours, n'est pas une cour suprême. Ça n'est pas, si j'ose dire, la fusion du Conseil d'État, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Ça n'est pas une Cour suprême. Le général de Gaulle avait cette phrase, et moi je suis gaulliste, la seule Cour suprême en France, c'est le peuple. Alors,
On parle d'un état de droit dévoyé, je pense une formule qui revient souvent. Est-ce qu'un autre aspect de cet état de droit dévoyé aujourd'hui, c'est le fait que lorsque quelqu'un tient un propos qui peut choquer les uns les autres, il soit immédiatement traîné devant les tribunaux? Je pense ici à Nelly Garnier, qui fait partie de votre famille politique, qui a attaqué sévèrement, mais politiquement, la mairie de Paris. Et là, on dit, ce sera devant les tribunaux, on va régler cette question-là, lorsqu'elle a dit, c'est finalement le système qui a armé le bras de celui qui a tué le jeune Elias. Écoutez, moi j'étais à Grenoble vendredi. J'ai eu un entretien serré, franc, direct, comme on dit, avec Éric Piolle, le maire de Grenoble, notamment sur la question de la sécurité. Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai des désaccords avec vous. Le premier, c'est qu'évidemment, dans une commune, une municipalité, il faut avoir une police municipale, il faut qu'elle puisse se défendre, se protéger, elle doit être armée, il faut multiplier les caméras de vidéosurveillance, et je suis contre la légalisation du cannabis. Donc voilà, on a des systèmes, bien entendu, et des idéologies qui protègent moins que d'autres, ça c'est clair. Mais très clairement, pour répondre à cette question, à ces propos de Nelly Garnier en l'occurrence, mais plus généralement en ce qui concerne la gauche parisienne est dans le déni et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias. Elias a été, en gros, c'est la conséquence du déni de votre idéologie, de l'excuse et de l'aveuglement. Ces propos, vous êtes raccord avec ça? Le bras, compliqué, dire que c'est le bras qui a porté l'idéologie. Le coup. En revanche, je pense que la gauche, globalement, a porté cette idéologie que j'ai dénoncée tout à l'heure, de l'atténuation de la responsabilité, cette culture de l'excuse, il faut en sortir. De même que les idées 68 heures. Pourquoi est-ce qu'on arrive à tant de violence aujourd'hui? Posons-nous la question quand même. C'est quand même cette gauche qui a déconstruit à l'école toute notion d'autorité, de hiérarchie. Le maître devait être l'égal de l'élève. Il ne devait y avoir aucun interdit. Et en déconstruisant ces savoirs, en déconstruisant l'autorité, la hiérarchie, c'est toute la société. Et c'est cette droite qui n'a pas reconstruit, cela dit, pendant longtemps. Eh bien, c'est bien pour ça que je me porte candidat à la présidence des LR, parce que je pense, et je l'ai montré dans mon ministère, je pense qu'une droite qui accède aux responsabilités peut montrer qu'elle n'abdique pas ses responsabilités, mais surtout ses convictions, elle les applique. Et bien justement, votre candidature à la présidence des Républicains, on en parle dans un instant, tout de suite, après une page de publicité. Restez bien sur Europe 1 et CNews. La suite du grand rendez-vous Europe 1 CNews. Les Échos, nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur et candidat à la présidence du parti Les Républicains. Cette semaine, Bruno Retailleau, vous avez donc annoncé votre candidature face à Laurent Wauquiez. Une question simple, pourquoi faire? Pour faire en France un grand parti de droite, à la fois patriote, parce que moi j'aime la France. Voilà, j'aime la France. Tout ce qu'elle est, son héritage, qu'elle représente charnellement. Et je veux aussi, et je l'ai vu, je vois bien que les Français plébiscitent. Vous l'avez vu à travers des sondages, je le vois à travers d'autres sondages. La France est plutôt à droite aujourd'hui. Eh bien, cet espoir, cette fierté d'être de droite, mais aussi une fierté pour des gens qui ne se définissent pas de droite, de se reconnaître dans nos idées, je veux la consolider. Je veux vraiment faire en sorte que ce parti devienne l'axe qui soit central, pas centriste, central de la vie politique française, pour mettre en avant nos solutions, nos propositions, nos convictions. Et ce que je veux aussi, c'est que je veux que ça ne soit pas une sorte de syndicat des vieilles gloires, des chapeaux à plumes. Je veux vraiment que... C'est le cas aujourd'hui? Je veux vraiment qu'en tout cas, nos militants soient non pas considérés comme des figurants, comme des remplisseurs de salles, comme des colleurs d'affiches. Mais c'est le cas aujourd'hui? Mais qu'ils soient... je pense qu'on a gouverné le parti, par exemple, sans faire trop de référendums. Je ne peux pas vous dire à l'instant que je suis pour le référendum pour la nation, la souveraineté populaire, et la récuser. Et qu'est-ce qui vous distingue, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui vous distingue de Laurent Wauquiez? Parce que sur le fond, quand on vous écoute l'un et l'autre, vos idées sont assez proches. Vous incarnez une droite dans ses bottes, une droite qui s'assume. Pourquoi êtes-vous candidat face à Laurent Wauquiez? Alors, ça, c'est clair que pour moi, ma droite, elle est fière, elle n'est pas honteuse. Elle ne fléchit pas devant les injonctions du système médiatique, politique, parisien. Hors de question de respecter ce que cette gauche-là, intellectuelle, universitaire, médiatique, politique, définit comme étant un cadre de respectabilité. Je veux une droite qui soit fière. Alors, on a des lignes qui sont sans doute proches, mais on n'a pas les mêmes tempéraments. Il y a une question d'incarnation. Vous savez qu'à droite, cette question d'incarnation a toujours été le fil rouge, le fil conducteur finalement. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ministre de l'Intérieur. Oui, dites-moi. Mais vous n'avez pas assez de choses à gérer? Ah là, j'ai beaucoup de choses à gérer. J'ai plein de choses à gérer.
Mais Et vous avez le temps de comme partir en campagne. Vous dites dans le Jacques Chirac était Premier ministre quand il était président du RPR. Nicolas Sarkozy, ça ne l'a pas empêché d'avoir une progression fulgurante tout en prenant le parti et en exerçant de grandes responsabilités. Et François Bayrou, aujourd'hui, est à la fois Premier ministre, maire de Pau et président du MoDem. Bruno Retailleau. Quand on aime la France, on compte pas, on ne ménage pas son énergie. Alors oui, c'est vrai, j'irai un petit peu moins en Vendée, voilà, je vais essayer d'utiliser ce que j'appelais mon temps libre, parce que même quand le temps libre est réduit, voilà, j'aurais peut-être un peu moins de temps de lecture. Heureusement, je dors très peu, vous voyez. Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur a du temps libre, Bruno Retailleau ? Et la reproche que va vous faire Laurent Wauquiez, c'est si vous êtes président de LR, si vous êtes élu, est-ce que vous serez président de LR sur votre temps libre ? Mais écoutez, vous pensez vraiment que le Premier ministre actuellement, qui est président du MoDem, n'est pas Premier ministre en même temps ? Il est aussi maire de Pau. Bien, je l'assumerai, évidemment. Laurent Wauquiez, il souhaite être président du parti, il est député, il est président du groupe à l'Assemblée nationale, il est président bis de sa région. On sait très bien mais on le voit aussi à une plus petite taille dans une commune. Les gens qui s'engagent dans une association, vous savez, on les retrouve souvent, les responsables, à plusieurs niveaux. Voilà, ça c'est le sens de l'engagement. Et moi, si je pense que je veux porter mes convictions, qui sont de plus en plus largement partagées par la France et surtout par les Français, et surtout j'ai vu cette fierté de se dire de droite, se lever. Et je veux pas qu'elle retombe, vous voyez. Je veux vraiment l'entretenir, la consolider. Vous dites la fierté d'être de droite, on conviendra qu'il y a plusieurs lectures possibles de ce que veut dire la droite aujourd'hui. Vous êtes peut-être d'une droite qui a été longtemps laissée de côté et qui aujourd'hui perce. J'entends par là, vous avez eu un parcours depuis les années 90, souverainiste, c'était le terme qu'on utilisait à l'époque. Et aujourd'hui, cette droite qui était laissée de côté devient peut-être la droite de référence à droite. À la fois sur le plan culturel, je pense au succès d'un de vos anciens compagnons de route, Philippe de Villiers, son livre Mémoricide, Le Puy du Fou, son succès. De votre côté, vous êtes l'homme politique de l'heure en France. Quelle est cette droite en particulier, qui n'est pas nécessairement celle de Xavier Bertrand, pas nécessairement celle d'Édouard Philippe, pas nécessairement celle d'autres figures politiques? Quelle est cette part de droite qui est la vôtre aujourd'hui? C'est une droite qui est capable de s'élargir. C'est une droite qui est capable de séduire des Français, au-delà même des clivages, on l'a vu d'ailleurs dans les sondages. Ma droite, elle est très simple. Ma droite, c'est une droite qui veut l'autorité, qui veut la fermeté, comme beaucoup de Français. C'est une droite qui veut que le travail paye plus que l'assistanat, que l'État arrête de faire la poche des Français. Et c'est une droite qui veut que l'école transmette des savoirs, ne les déconstruise pas, mais qu'elle transmette aussi une fierté française. Ma droite à moi, elle n'est pas seulement matérialiste. On n'est pas seulement des hommes et des femmes liés par des relations de production, de consommation. Ma droite à moi, elle sait que la dimension immatérielle dans un être humain est importante et qu'on doit porter, nous les hommes et les femmes politiques, une dimension immatérielle. Parce que les questions qui secouent toute l'Europe, tous les peuples, notamment dans le camp occidental, ce sont des questions immatérielles. La question de la culture, est-ce que demain on se retrouvera étranger chez soi? Est-ce que demain on gardera nos codes culturels, notre civilisation? Eh bien, c'est ma droite. C'est une droite qui n'oublie pas que, bien entendu, la richesse des peuples, elle est matérielle. Il faut du pouvoir d'achat. Mais que la richesse des peuples, des nations, elle est aussi immatérielle. Parce que la France, c'est un héritage spirituel. Et c'est une œuvre, là encore, immatérielle qu'il nous faut prolonger dans l'avenir. Sur le plan politique, vous êtes déjà capable, des sympathies se manifestent à votre endroit. On a eu Xavier Bertrand cette semaine, je le note. Et il y a aussi Marion Maréchal qui, de son côté, dit « Avec Bruno Retailleau, j'ai aucun désaccord fondamental. » Nous n'avons pas les mêmes choix politiques, mais nous n'avons aucun désaccord fondamental. Est-ce que pour vous, de Xavier Bertrand à Marion Maréchal, il y a quelque chose comme la droite de demain que vous pourriez porter? C'est moi ce que j'appelle absolument, ce que le général de Gaulle, plutôt, restons modestes, appelait la majorité nationale. Ce que je viens de vous décrire pour une école méritocratique, pour un travail qui valorise, qui paye, pour une autorité, c'est-à-dire une hiérarchie, etc., qui fonctionne dans notre société, en fait, elle est partagée par beaucoup de Français. Il y a, même ceux qu'on a classés à l'extérieur du cordon sanitaire? Mais écoutez, moi, Jordan Bardella, je ne me donne aucune frontière. Non pas s'agissant des partis, s'agissant des électeurs. Et d'ailleurs, regardez la structure des sondages. Je suis un des seuls qui parviennent à séduire tout autant des électeurs qui ont voté Rassemblement National. Il est probable d'ailleurs que ces électeurs aient voté UMP ou RPR auparavant, et des électeurs qui aient voté Emmanuel Macron. Ils votaient Emmanuel Macron parce qu'ils pensaient qu'Emmanuel Macron incarnait la liberté, et il votait Rassemblement National ou Éric Zemmour parce qu'il pensait qu'il incarnait une idée de la civilisation ou de la fermeté d'autorité. Moi, je pense que la politique, c'est pas de se rabougrir.
La politique, c'est de s'élargir. Et c'est ce projet que je veux mener en refondant un grand parti de droite en France. Justement, Bruno Retailleau, vous parlez des sondages. Selon les sondages, justement, les Français voient en vous un homme sincère. Alors dites-nous sincèrement, oui ou non, avez-vous des ambitions pour la prochaine présidentielle ? Chaque chose dans son temps d'abord, et j'ai pas le virus de la présidentielle, je le dis sincèrement. Vous regarderez mon parcours politique. D'abord, l'INA, lorsque je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, a compilé, mais depuis 97, je crois, enfin pratiquement depuis une trentaine d'années, mes déclarations sur des grands sujets que j'aborde. Et curieusement, ils n'ont pas trouvé de différence de tonalité, de différence de fond. C'est-à-dire que vous n'y pensez pas. Je disais, voilà, je le dis toujours, même quand c'était difficile à dire, je tiens des positions quand elles sont les miennes. Je crois que si, comment dirais-je, ma politique et ma personnalité rencontrent, comment dirais-je, un petit succès, en tout cas, c'est parce qu'il y a un alignement chez moi entre ce à quoi je crois et ce que je dis et ce que je fais. Voilà. Mais pensez-vous à la présidentielle ? Je n'y pense pas. Et je n'ai pas ce virus-là. Justement. Mais ce que je veux, moi, c'est un combat pour les idées. Parce que c'est toujours ce qui a guidé ma vie. Et dans tout mon trajet politique, vous pourrez l'observer, jamais je ne me suis demandé jusqu'où je vais monter. Toujours, je me suis demandé, que puis-je faire pour être utile ? Vous voyez, ce en quoi il y a peut-être quelque chose en moi de désuet. Je suis habité par un sentiment qui aujourd'hui est totalement déclassé, qui est le sentiment de la gratitude. Depuis toujours, j'ai un sentiment d'avoir une dette vis-à-vis de mon pays. J'ai un grand-père qui a reçu une balle en 14, qui lui a traversé la gorge, j'ai un père qui a fait la guerre d'Algérie, et j'ai le sentiment justement de vivre en paix, avec cette liberté chèrement conquise, et je me suis toujours dit, mais comment est-ce que je peux être utile à ma communauté humaine ? Alors d'abord la Vendée, mon village, la Vendée, quand j'ai créé mon école de musique dans une commune de 1000 habitants, etc., etc. Justement, Bruno Retailleau, Jean-Luc Mélenchon ce matin dans la tribune dimanche dit que le surgissement de M. Retailleau change la donne politique. Et il dit que vous êtes même la meilleure chance de l'arc réactionnaire. Lui, il vous voit des ambitions présidentielles et il dit même que vous avez des bonnes chances d'y réaliser un très bon score, voire de l'emporter. C'est une critique à peine voilée, mais une critique de M. Mélenchon, pour moi, c'est comme une légion d'honneur, vous voyez. Mais justement, c'est intéressant parce que d'un côté, vous l'avez, le NFP se fracture un peu aujourd'hui. On l'aura noté, mais la gauche est parvenue à s'unir parce qu'elle n'accepte pas d'interdits moraux. Les socialistes s'entendent avec les LFI lorsqu'il le faut au moment des élections. Est-ce que ce qui a tué la droite depuis si longtemps en France, c'est qu'elle subissait le terrorisme intellectuel de la gauche, pour reprendre la formule de Jean Sévilla? Est-ce que de ce point de vue, ceux qu'on a traités comme des parias, le RN Reconquête, même les partis, j'entends, ne méritent pas d'être considérés comme des partis légitimes, des partis respectables aujourd'hui? Ça, c'est un débat qui est, je crois, dépassé. Ce que je sais, en tout cas, puisque j'ai une ligne et j'ai des convictions. Vous prenez le cas, par exemple, du Rassemblement national. Sans doute que sur des questions d'autorité, de fermeté, les choses peuvent se croiser. Et ce que je disais, par exemple, en 1997, c'est ce que je dis maintenant. Monsieur Bardella avait 2 ans en 1997. Madame Le Pen n'était pas encore entrée en politique. Donc ce ne sont pas eux qui m'inspirent. Ce sont mes convictions. Je ne dis pas qu'ils vous inspirent. Au niveau économique, je suis désolé, il y a une convergence. Au niveau économique, Marine Le Pen, pour moi, c'est du socialisme. C'est du socialisme. Quand il y a quelques jours, elle est interrogée sur un plateau pour lui demander, mais alors, la masse salariale de l'État, les dépenses, et elle balaie ça d'un revers de main en disant, mais ça, c'est des trucs de droite. C'est qu'elle n'a rien compris. Quand je fais voter, moi, au Sénat, les 15 heures de contrepartie au RSA, parce que pour moi, une allocation sociale, c'est pas un dû. Voilà, ça se mérite aussi. Eh ben, elle a fait voter contre à l'Assemblée nationale son parti. Donc, encore une fois, je ne peux pas, moi, être sur une ligne de crête sur les convictions et consentir à des choses qui ne sont pas de l'ordre des convictions. Bruno Retailleau, nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1 et sur CNews. Dans un instant, on va parler de l'expulsion ratée de l'influenceur Doualem, de la détention de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, mais aussi et surtout avec vous, Mathieu Bock-Côté, du discours du vice-président américain J.D. Vance. A tout de suite sur Europe 1 et CNews. Le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, jusqu'à 11h avec Bruno Retailleau, avec Stéphane Dupont du journal Les Échos et Mathieu Bock-Côté de CNews. Mathieu, vous souhaitez interroger le ministre de l'Intérieur sur le discours prononcé par le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, il y a quelques jours.
Oui, J.D. Vance à Munich, je crois que c'était avant-hier, qui fait un discours avec 2 grands axes. Il dit aux Européens, faites attention, votre propre civilisation est en train de se dévorer de l'intérieur. Il dit, la censure progresse en Europe, le pluralisme politique n'est pas toujours respecté, on annule des élections en Roumanie, on menace d'en annuler ailleurs. Donc l'Europe est-elle en train, de son point de vue, il dit, elle renie sa propre tradition de liberté. Et de l'autre côté, il parle d'immigration, il dit, jamais les Européens n'ont été consultés par rapport aux grands changements démographiques qu'ils connaissent aujourd'hui. Alors, plusieurs ont été scandalisés par ce discours. Est-ce que c'est votre cas? Moi, je ne suis pas américain, je suis français. Je ne suis pas, comme disait Régis Debray, un galoricain. Et je veux garder mes racines françaises, je suis fier, j'y tiens. Il y a à boire et à manger. Là où je ne suis absolument pas d'accord, c'est sur la Roumanie. Il est clair qu'il y a eu des ingérences. Et si je le dis, c'est parce que j'ai un certain nombre d'instruments. La DGSI est reliée au ministère de l'Intérieur. Je peux vous dire que il ne se passe pas de semaine sans qu'on ait un certain nombre d'attaques, souvent en matière cyber, qui viennent de là-bas. Donc, arrêtons d'être naïfs. Je veux, moi, que l'Europe sorte de sa naïveté. Et je veux que je respecte les peuples, les nations et les souverainetés. Donc, rien ne m'est plus étranger, vous voyez, que les attaques contre la souveraineté d'un pays. Donc ça, franchement, c'est pas mon truc, comme dirait l'autre. En revanche, là où ce discours a en moi et pour moi un écho, c'est lorsqu'il dit que pour l'immigration, ce que Marcel Gauchet a dit dans ce livre superbe, Le malheur français. Alors Marcel Gauchet, on ne peut pas le classer comme un écrivain de droite, voilà, même si il avait fait partie d'une liste d'un homme d'extrême gauche d'ailleurs. Mais en revanche, que dit-il? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est que sur l'immigration, bien entendu, il n'y a pas un phénomène social qui ait autant bouleversé la société européenne et française, sans que jamais les Européens, voire les Français, n'aient eu à en délibérer. Et il a raison. Et ce qui se passe aux États-Unis, écartons le côté fantasque de M. Trump pour s'attacher à sa victoire qui a été une victoire populaire. C'est parce qu'il veut renouer justement avec la souveraineté populaire. Alors, il le fait, on peut juger avec beaucoup de critiques la façon de le faire. Et en plus, c'est une question, la souveraineté populaire, de l'impuissance publique. Quand je disais tout à l'heure que plein de règles ligotent l'État, c'est que je crois que la démocratie va mal parce que les Français voient bien qu'on n'a pas trop de résultats. Si on n'a pas suffisamment de résultats, c'est tout simplement parce qu'on est ligoté et qu'on a organisé notre propre impuissance. Donc, de ce point de vue-là, le constat est juste. Un autre point, avec une divergence, néanmoins, sur l'Europe, ce que je reproche depuis longtemps à l'Europe, c'est de ne pas avoir défendu sa culture et sa civilisation. Quand la Commission européenne, franchement, subventionnait des campagnes de communication, la liberté dans le hijab, quand on sait que le hijab des femmes en Iran meurt pour avoir la liberté d'enlever le voile, et quand on sait que le hijab, notamment vis-à-vis de l'islamisme politique, c'est un étendard de cet islamisme, c'est ce qui marque un apartheid entre les croyants et les mécréants, et surtout un apartheid entre les hommes et les femmes. Donc, trop longtemps, la Commission, l'Europe, en réalité, sous prétexte d'ouverture, s'est finalement vidée de ce qu'elle était. Eh bien, il n'y aura pas d'Europe puissance. Moi, je vous le dis. Il n'y aura pas d'Europe puissance si on ne récupère pas ces éléments de fierté immatérielle. Bruno Retailleau, c'est vain de vouloir une Europe si l'Europe ne campe pas en sachant quelle est son identité, sur quel mur fondateur la construction repose. Et plus généralement, sur les débuts du président Trump, vous dites qu'il y a à boire et à manger, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses, selon vous, dont il faudrait s'inspirer, qu'on pourrait reprendre un exemple? Je pense notamment à la politique qu'il mène sur les dépenses publiques. Là, il est en train de tailler à la hache avec M. Musk. Est-ce qu'en France, on pourrait faire ce genre de choses? De toute façon, là encore, il y a la façon de le faire. Mais aujourd'hui, on est au bout du cycle. Le budget était déjà difficile, mais je peux vous annoncer que le budget pour 2026 exigera parce que la Cour des comptes dit cette semaine, il vient de dire la semaine dernière que la dépense publique en France est hors de contrôle. Exactement. Et c'est pour ça que que fait votre gouvernement pour lutter contre ça? Écoutez, le gouvernement, déjà, il y a eu une 50aine de milliards, voilà, avec un partage entre les dépenses et puis la fiscalité. Trop de fiscalité, mais le budget, le Premier ministre l'a dit lui-même, il est perfectible, il n'était pas parfait. Bien. Mais ce que je peux vous dire, mais c'est sur le sens de tout cela, c'est que aujourd'hui, on est en bout de cycle. Pourquoi? Parce qu'en France, qu'est-ce qu'on a fait? À chaque fois qu'on avait un problème, pour l'école, pour la santé, pour la justice ou autre, on y répondait avec de la subvention, avec de la dépense publique.
Eh bien, aujourd'hui, quand vous mettez toujours plus d'argent dans un système qui ne fonctionne pas, le système fonctionne encore moins bien. Ce qu'il faudra pour améliorer les services publics. Les Français sont scandalisés. Pourquoi ? Parce qu'ils payent de plus en plus et qu'ils constatent que leur service public, ça marche de moins en moins. Eh bien, il faudra des réformes, débureaucratiser l'hôpital. Ça n'est pas normal qu'on ait le pays où il y ait le plus d'administration administrante. Voilà, à l'hôpital, il faut libérer ces postes pour des postes de soignants. Sur l'école, c'est la même chose. Il faudra revoir des méthodes. Il faudra profondément changer un certain nombre de choses, mieux former les maîtres et puis avoir de la transmission, comme je le disais, des savoirs fondamentaux. Revenir, pour ce qui me concerne, à des règles qui nous permettent de maîtriser nos frontières, de maîtriser celles et ceux qu'on souhaite ou non voir sur notre territoire. Bruno Retailleau, nous sommes le 16 février, cela fait 3 mois jour pour jour que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été arrêté par la police algérienne. Avez-vous des informations le concernant ? C'est votre ami. Il y a 3 semaines, sur ce plateau européen CNews, vous demandiez au régime algérien un geste humanitaire. Avez-vous eu ne serait-ce qu'une réponse ? Rien. J'ai de moins en moins d'informations sur Boualem. Il est âgé et il est malade. C'est un scandale qu'il ait été arrêté et qu'il soit détenu. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je déplore que la France ait eu aussi peu de réactions. Je suis la bête noire. Ma tête est mise à prix, si j'ose dire, au sens figuré, dans toutes les unes d'un certain nombre de journaux liés au régime. Qui m'a défendu ? Jean-Pierre Chevènement. Ce que je veux dire, surtout, c'est que nous devons défendre Boualem comme une cause humanitaire. Souvent, la France se targue pour vous, le Quai d'Orsay ne réagit pas assez suffisamment. Il faut prendre des sanctions contre l'Algérie. Il faut prendre des mesures. Je pense qu'il faut adopter. Je pense que le monde a changé. Il est menaçant. Oui. Alors, on peut le déplorer ou non, mais je pense qu'aujourd'hui, cette idée du rapport de force, quand on ne souhaite pas l'utiliser, on se condamne. Mais vous dites la France n'en fait pas assez. Soyons plus concrets. Qui n'en fait pas assez ? Est-ce que le gouvernement n'en fait pas assez ? Est-ce que le Quai d'Orsay n'en fait pas assez ? Ce sont les intellectuels qui n'en font pas assez ? Est-ce que le gouvernement pourrait en faire davantage ou faire autrement ? Moi, je pense qu'on devrait poser sur la table l'accord de 68, l'accord de 2007, les visas sur les diplomates. Je pense qu'on a aussi un certain nombre de réponses individuelles. Mais moi, je n'en peux plus. Voilà. Je n'en peux plus parce que ça n'avance pas. Jean-Noël Barrot, vous en avez parlé avec lui. Écoutez-moi. On ne peut pas se dire le pays représentant les droits de l'homme et finalement laisser faire. C'est intolérable. Boualem est un homme âgé et malade, mais surtout Boualem est aussi le représentant de la francophonie. Son dernier livre, vous connaissez ? C'est sur le français. Sur le français. Nous sommes une patrie littéraire. Chez nous, la langue, c'est ce qui lie la nation. La patrie littéraire, ça veut dire que nous sommes la nation qui avons eu le plus de prix Nobel de littérature. Voilà. Mais Bruno Retailleau... Et c'est à ce titre-là, en défendant le français. Boualem défend la France. Il défend la France en défendant le français. Et nous, que faisons-nous ? Mais j'y reviens. Vous faites une défense éloquente et émouvante de Boualem Sansal, avec raison. Et je repose la question parce qu'elle me semble importante. Est-ce que vous avez l'impression que cette cause que vous portez est portée aussi par les autres membres du gouvernement avec la même passion ? Parce que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que plusieurs sont très discrets, alors que ça pourrait être aisément une cause nationale. Je pense qu'il y a une tradition et sans doute une pensée qui considère que plus on est discret, plus on obtient de résultats. Pas une forme de complaisance aussi, monsieur le ministre ? Non, au-delà de la complaisance. Non, est-ce qu'il y a une forme de complaisance ? D'obtenir des résultats. Moi, je pense que fondamentalement, on doit transformer notre relation avec l'Algérie. Le président de la République a beaucoup donné, il a beaucoup tendu la main. Pour quelle contrepartie ? Je ne les vois pas. Donc aujourd'hui, il faut changer de pied. Dans la vie politique, c'est au président de changer de pied, à vous entendre. Non. Le ministère des Affaires étrangères, il a un peu changé de pied cet été, le président. Il faut poser un rapport de force. Seul le résultat compte. La discrétion, moi je veux bien, mais au bout de 3 mois, cette discrétion a-t-elle payé ? Pour l'instant, elle n'a pas payé. Bien. Donc moi, je prêche depuis des semaines pour qu'il y ait un rapport de force, des signaux qui sont envoyés. Avec François-Xavier Bellamy, il a porté, il y a 15 jours, au Parlement européen, et j'en ai parlé à Roberta Mazzola cette semaine à Strasbourg, je pense qu'il faudrait aussi sortir du face-à-face France-Algérie, et que, puisqu'il y a un gros accord qui est en train de négocier en Europe, eh bien j'espère que les chefs d'État européens s'opposeront à ce qu'un accord européen soit conclu
avec l'Algérie tant que Boualem Sansal n'aura pas. Mais la été dimension libéré. France-Algérie est pourtant centrale, parce qu'on a le grand récit public. Un peu d'un côté, la France qui chante l'amitié franco-algérienne, qui continue de la chanter, mais l'Algérie, manifestement, semble assez étrangère à ce récit. Est-ce que l'Algérie se comporte aujourd'hui comme un régime hostile à la France? C'est pas le peuple algérien qui est le régime. peuple. C'est le régime. J'ai pas dit du peuple, je parle Vous du régime. avez raison. Eh bien, prenons des choses très concrètes. Boualem Sansal est emprisonné. Ensuite, le français éradiqué de l'école primaire au profit de l'anglais. Ensuite, vient d'être réhabilité, il y a un an et demi, un couplet très anti-français dans l'hymne, dans la Marseillaise algérienne. Par ailleurs, nos entreprises sont de plus en plus blacklistées de la commande publique en Algérie, des appels d'offres. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on va perdre de plus? Qu'est-ce qu'on va perdre de plus en disant à l'Algérie, respectez-nous, parce qu'alors on utilisera tous les moyens de souveraineté qui sont à notre disposition. Qu'est-ce qu'on perdrait de plus? Et au niveau européen, l'accord dont vous parliez, qui est en négociation, il faut le suspendre, l'arrêter, il faut arrêter les discussions avec l'Algérie? Je dis qu'au niveau européen, tant que Boualem Sansal n'est pas relâché, l'Europe doit stopper les négociations sur cet accord Europe-Algérie. C'était le grand rendez-vous européen CNews, les échos de Bruno Retailleau. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir accepté notre invitation. Très bon dimanche à l'écoute d'Europe 1 et de CNews.